vous ne pourrez pas voir le replay. Donc, c'est bon. C'est bon, j'enregistre. Donc voilà, je vais vous présenter donc un petit peu ce... non, pardon, Valérie, je te laisse te présenter rapidement. Oui, bonjour. Donc, je suis Valérie Lazenec, je suis paysanne bio à Brest, avec une ferme laitière avec mon conjoint. Voilà, donc je suis impliquée dans la filière depuis plusieurs années. Donc, je suis vice-présidente au GAP 29, le département, et depuis très peu, présidente de la maison de la bio, parce qu'on a une particularité dans le Finistère, c'est d'avoir aussi une maison de la bio. Voilà, qui est obligatoirement, la présidence doit être prise par un paysan ou une paysanne. Donc, j'ai hérité du joli paquet. Et du coup, je représente le département, la région, la Strave, où j'ai souhaité aussi être impliquée sur ce sujet de l'égalité homme-femme qui m'interpelle beaucoup. On va en parler justement tout au long de cette conférence. Voilà pour ma présentation. Merci. Tout au long de même ma présentation ou après tout à l'heure celle de Valérie, n'hésitez pas à poser des questions. Vous avez un petit onglet converser en bas de votre écran. Vous pouvez poser des questions ici et puis on vous laissera la parole à la fin. Il n'y a pas de souci. Alors, je vais vous présenter rapidement du coup les témoignages qu'on a eus. Donc, on les a regroupés en deux différentes solutions, les solutions qu'on a appelées plutôt techniques et les solutions qu'on a appelées plutôt organisationnelles. Donc, je vais commencer par les solutions techniques. Alors, un premier témoignage, donc c'est Marie du 22 qui disait que dès son installation, on a acheté un télescope et tout raisonnait ensuite en fonction. Donc, du coup, un maximum de choses se met en palette ou en big bag. Ça permet de porter le moins possible et tout le monde est content. Donc là, c'était vraiment pour la différence en disant ça permet de favoriser la place des femmes, mais aussi, au final, quand on parle d'ergonomie, les hommes sont aussi ravis de ces solutions-là. Donc elle insistait sur le fait de commencer vraiment dès son installation à réfléchir l'ensemble de sa ferme pour ça. On avait aussi Christelle du 29 qui a installé une potence au milieu de sa meunerie pour ne pas porter de sacs de farine. Donc, elle ne les porte jamais. Elle utilise toujours la potence que vous voyez en dessous. Et elle met également aussi le maximum de sacs sur des planches à roulettes pour pouvoir les pousser. On a aussi Léna qui est dans le 35 qui disait qu'elle avait simplement installé des toilettes, donc elle c'est des toilettes sèches sur sa ferme et que ça bénéficiait, et que en tout cas les salariés, les techniciennes de passage, les stagiaires, tout le monde l'a remercié d'avoir enfin quelqu'un qui avait pensé à ça. Donc ça peut paraître des fois des toutes petites choses, mais en fait on se rend compte que ça permet de faciliter vraiment la place des femmes sur les fermes. Ensuite, en autre solution technique, donc on avait Manu qui est dans le 35, qui est maraîchère et qui disait qu'elle avait, parce qu'elles sont deux à la tête de l'exploitation, elles ont remplacé toutes les bâches tissées maraîchères, qui sont initialement des bâches en 5 mètres, qui permettent de couvrir 3 planches, par des bâches qui sont 1,20 m qui permettent de couvrir qu'une seule planche. Donc ça permet aussi qu'elle puisse dérouler les planches, dérouler les bâches toutes seules, alors qu'avant elles étaient obligées d'être 2 voire 3 personnes. Ensuite, on a Théo qui est dans le 35 aussi. Donc, eux, ils sont en train de construire. Donc, on n'avait pas encore eu les derniers résultats à l'époque, mais ils sont encore en train de construire une benne de récolte qui sera adaptable aux palettes. Donc, pour pouvoir mettre directement toutes les caisses sur les palettes et ensuite venir chercher éventuellement avec un télescope directement les palettes sur la benne de récolte. Et enfin, c'était Théo aussi du 35 qui a construit des triangles d'attelage sur tous ces outils pour pouvoir les manipuler facilement avec le tracteur. Et ça, je vous invite à aller voir l'atelier paysan qui a mis à disposition tous les plans et des tutoriels très bien expliqués et très bien faits pour construire justement ces triangles d'attelage. Donc ça, ce sont la première partie sur les solutions techniques.
qui sont en général des questions d'ergonomie. Sur ces questions d'ergonomie, justement, je ne sais pas si vous y avez assisté, mais hier, il y avait un webinaire aussi sur la question de l'ergonomie et du travail dans l'agriculture biologique qui était organisé, pareil, dans le cadre du Salon international de métier. Donc, vous pourrez aussi aller voir le replay lorsqu'il sera disponible. Je pense qu'il y aura plein de choses qui seront comparables et similaires. Et maintenant, on va parler des solutions organisationnelles. Alors, ces solutions organisationnelles, on a par exemple Anne Soazic qui était dans le 35, qui nous dit que c'est vraiment dès le moment des candidatures, lorsqu'elle reçoit des candidatures, de faire vraiment attention à mettre en dehors tous les préjugés qu'on peut avoir et se baser uniquement sur les compétences qu'on peut lire sur le CV, sur le relationnel lors de l'entretien. Et voilà, de vraiment mettre un point d'honneur lors des candidatures à faire attention à mettre ces préjugés en dehors. Et de faire attention lorsque les stagiaires sont présents sur les fermes, à les faire toucher à tout, qu'ils soient hommes ou femmes. Donc, faire attention à ne pas faire de distinction. On avait aussi Mathilde du 44. Alors, Mathilde, elle fait partie du groupe de femmes du CIVAM 44. Si vous avez assisté à la conférence de vendredi dernier, on en a un petit peu parlé. Alors, Mathilde, du coup, donc avec ce groupe de femmes, elles se sont formées à la communication non violente notamment. Et donc ensuite, elle racontait que grâce à la méthode des petits pas et à la communication non violente, avec son mari, ils ont travaillé à la parité sur la ferme. Et aujourd'hui, ils peuvent dire qu'ils ont une organisation paritaire, paritaire sur l'exploitation et à la ferme. Sur la méthode des petits pas, je vous invite à aller regarder sur Internet. C'est une méthode qui est assez connue et du coup documentée sur Internet, mais qui consiste à dire que il faut regarder les objectifs petit à petit et avancer vraiment petit à petit et pas se fixer directement l'objectif de l'organisation paritaire sur l'exploitation et à la maison, mais vraiment voir les choses une à une. Ensuite, on a du coup Marie qui est dans le 22, qui disait qu'ils ont fait en sorte que toutes leurs tâches soient interchangeables et à tout moment. Donc, ils passent toutes les consignes par écrit pour ne pas faire de la rétention d'informations. Donc ça, ce sont des... alors, elle racontait que ça permettait de favoriser la place de elle se sentir bien au sein de la ferme, mais ça permet aussi de pouvoir se remplacer si jamais il y a quelqu'un qui est en arrêt, qui est malade, voilà, qui a une nouvelle personne sur la ferme. Vraiment, ce passage à l'écrit était vraiment très important. Et enfin, qu'ils avaient une organisation où chacun était responsable pour des tâches en particulier, mais que toutes les décisions étaient prises en concertation. Et du coup, chacun est libre de proposer les choses, mais il y a quand même une personne qui est responsable pour la tâche. Donc voilà, ça, ce sont un peu les solutions organisationnelles. Du coup, maintenant, je propose que Valérie, tu nous racontes un petit peu, toi, ton parcours, parce que c'est vrai que au final, ton parcours, il est à la fois fait de solutions, on va dire, organisationnelles et de solutions plus pratiques. C'est souvent un mix des deux. C'est pas non plus quelque chose, c'est pas non plus, on va dire, un long fleuve tranquille, tout ça. Donc, si tu peux nous donner aussi un petit peu ton témoignage là-dessus. Et puis après, on répondra aux questions s'il y en a, ou si d'autres personnes veulent prendre la parole. Alors, je vais essayer de faire assez court pour que ce soit plutôt un échange avec les différentes personnes. Je vais quand même poser un contexte un peu général de pourquoi, en fait, je me suis impliquée sur ce sujet-là et pourquoi, en fait, ça me questionne toujours autant, en fait, aujourd'hui. Donc, moi, en fait, je suis installée sur la ferme maintenant depuis une bonne quinzaine d'années. En fait, je ne suis pas du tout issue du milieu agricole. Donc, en fait, donc ma ferme est sur une grande ville. Hein, c'est quand même, c'est pas Lyon, Bordeaux, mais on est quand même sur 140 000 habitants avec une métropole. Et donc, Brest, c'est une ville détruite après la guerre et rebétonnée, donc à une dimension totalement urbaine et plutôt à prédominance militaire. Et c'est vrai que déjà, quand j'étais pas dans le milieu agricole, ça m'interpellait beaucoup la place de la femme
dans différents métiers de Brest, notamment autour de l'Arsenal, où du coup, toujours, je me suis demandé comment ça se fait que c'était un peu compliqué à la place de la femme. Et quand je suis arrivée dans le monde agricole, ça m'a encore plus questionnée. Donc, je travaille à l'extérieur. Alors, une particularité sur notre ferme, c'est qu'elle a une grosse difficulté. On est menacé par l'artificialisation et l'urbanisation. Donc, comme on est en ville, la ville s'agrandit et nous mange. Et c'est pour ça que je me suis installée en fait sur la ferme, alors que du coup, j'étais pas du tout issue du milieu et j'avais pas du tout de diplôme et à vrai dire, pas vraiment beaucoup de connaissances du monde agricole. J'ai aucun parent, aucune personne de ma famille qui était agriculteur. Et malgré tout, Philippe, qui est mon conjoint, donc du coup, est mon associé, parce que du coup, quand je me suis installée, c'est pas anodin, on s'est installé à 50-50. Donc, on est tous les deux co-gérants. Donc, je pense que c'est un élément hyper important dans ce sujet de la parité homme-femme. Jusqu'alors, enfin, jusqu'à longtemps, je me suis rendu compte que dans les fermes, les femmes, en fait, n'étaient pas installées en co-gérance. Elles étaient surtout conjoints collaborateurs ou filaient un coup de main et n'avaient pas de statut. Pour nous, ça a été une évidence, en fait, que du coup, on serait à égalité à ce niveau-là. On n'a pas eu besoin, en fait, de se concerter. Pour mon conjoint aussi, c'était naturel que ça le soit. Et comment, du coup, moi, je me suis plutôt installée pour diversifier la ferme, pour qu'elle puisse survivre, en fait, comment, à la difficulté, en fait, de la perte de foncier, en fait. Donc, je suis désolée, mais il va y avoir une réunion. J'espère que ça ne fait pas trop de bruit à côté. Je vais leur dire sinon de se taire. Ça va pas. Ouais. Donc, du coup, comment donc moi, je suis arrivée avec mes compétences pas du tout agricoles et malgré tout, ça s'est fait naturellement et j'ai pris vite conscience que ce milieu-là, c'était un monde très masculin et qu'il y avait un historique au niveau des fermes où la femme, en fait, n'a pas vraiment sa place et ça m'a beaucoup, beaucoup interpellée. Même si je vous dis, en fait, on est une ferme dans une ville et c'est différent que d'être une ferme dans le monde plutôt très rural. Et au fur et à mesure du temps, j'ai gardé tout ça à l'intérieur et vraiment, j'avais peu de gens pour partager ça. Donc, je m'interrogeais tout le temps et je m'interroge toujours d'ailleurs. Voilà. J'aimerais aussi, enfin, je témoigne aussi aujourd'hui du coup sur l'autre aspect, c'est-à-dire que du coup, au bout de tant d'années d'installation, je me suis rendu compte qu'on n'avait pas pris conscience de plein de choses du fait que j'étais une femme et que du coup, c'est ce qu'on vient de montrer, qu'il faut trouver des solutions matérielles. Alors, c'est vrai que rapidement, moi, j'ai été confrontée à ma difficulté féminine que tout le matériel n'est pas adapté pour les femmes et notamment même sur des activités moins agricoles, notamment la transformation. Donc, du coup, moi, je suis surtout impliquée sur l'atelier de transformation de la ferme et je fais des livraisons. Et donc, je souffre énormément de problèmes. Et du coup, aujourd'hui, je souhaite aussi pouvoir constituer un peu une banque de données pour faciliter en fait les gens qui auront comme moi, parce que malheureusement, on constate qu'on est plusieurs dans ces cas-là à avoir des difficultés, le fait qu'on soit une femme, même en transfo. Alors là, on voit que nos têtes, mais en fait, j'ai aussi une taille hyper junior. Du coup, je fais plutôt du 14 ans toujours. Et dans les faits, c'est loin d'être facile quand on est petit et qu'on est une femme de pouvoir utiliser du matériel au quotidien sur les fermes. Donc, en fait, moi, j'ai fait appel à un service spécifique que la MSA a mis en place. Alors, il existe en Finistère, je pense qu'il existe partout, j'espère, au moins en France, qui travaille sur l'ergonomie et la prévention au niveau des fermes pour pouvoir trouver des solutions pour adapter mieux le matériel ou nos difficultés. Alors, j'avoue que ce n'est pas simple du tout. Je fais bientôt 2 ans que je suis engagée dans cette démarche avec la MSA. Donc, je pense qu'il faut énormément de patience et c'est pour ça que je me dis que c'est important qu'on ait aussi dans notre filière des référents sur ces sujets-là, parce que l'égalité homme-femme, ça passe aussi par des difficultés que l'on peut rencontrer au quotidien liées à ça, l'aspect matériel, mais aussi l'aspect de sa place dans les décisions ou dans les responsabilités. Donc, alors je pars un peu partout, c'est pas simple de témoigner seule comme ça. Ce que je peux dire, c'est que
le fait que ce sujet-là soit porté aujourd'hui au niveau national, je trouve que c'est hyper important parce que malheureusement, en 2020, on est toujours à essayer de se défendre en tant que femme et encore plus dans ce milieu-là. Aussi parce que je pense qu'historiquement, les fermes se léguaient de père en fils, il faut se le dire. Donc, le fait, moi, par exemple, d'être une femme qui venait de la ville, qui n'avait personne de la famille du monde agricole, j'ai aussi beaucoup souffert de trouver ma place à cause de ça, ou en raison, ou grâce, je dirais aussi. C'est ce qui, moi, m'a permis de faire ma place à la limite. Mais j'ai vu que la place, souvent de la belle-fille, ou pour certains, le beau-fils, c'est loin, loin, loin d'être évident. C'est des sujets qui sont très tabous, qu'on évoque très peu et qui font que souvent le conjoint n'est pas non plus, c'est pas simple pour lui non plus parce que c'est ses parents en fait, et du coup ce lien familial empêche parfois aussi d'évoquer ces problèmes-là où on laisse jamais la place en fait à la personne qui s'installe et encore plus quand c'est une femme. Voilà. Donc malgré tout, en fait, il faut aussi un peu de caractère, de personnalité, et puis petit à petit prouver. Il faut toujours se justifier et prouver les choses. Je pense que ce qui n'est pas le cas pour un homme. Donc voilà un peu tout ce que je peux dire comme ça, un peu en vrai. Est-ce que tu peux nous dire du coup comment tu as fait appel au dispositif de la MSA et en quoi ça consiste concrètement? Sur ces 2 ans, qu'est-ce que vous avez fait ensemble? D'accord. Du coup, moi, je souffre de problèmes articulaires, en fait, importants. Donc, je pense que j'ai une maladie chronique même, du coup, ce qu'on a découvert au fur et à mesure, ce qui n'aide pas. Et dans les faits, c'est aussi provoqué par tous ces gestes répétitifs que je peux avoir au niveau de l'atelier de transformation. Et d'autres collègues ou des gens de la MAB ou du GAM m'avaient dit qu'il existait ce service-là. Donc, à un moment, je me suis dit, pourquoi pas, le regard extérieur est hyper important. Donc, j'ai fait appel à ce service-là. Alors, ce qui est très étrange dans ce service-là, c'est que c'est suivi par le service social de la MSA, plutôt même une assistante sociale. Donc, en fait, dans les faits, tu as mal au coude et il faut que tu vois une assistante sociale. Ça me paraît très, très, très logique. Vous voyez, en fait, ce lien est un peu incohérent. En fait, ça ne met pas tout de suite en condition pour pouvoir exposer ses problèmes parce qu'on a l'impression, du coup, qu'on vient là soit pleurer, soit se justifier aussi. Voilà. Donc, en fait, je trouve qu'à ce niveau-là, ce n'est pas très pertinent et je pense qu'on a remonté ça au niveau de ces instances, ces partenaires qui devraient nous aider pour que dans les faits, ce soit des gens plus techniciens ou du milieu paramédical sur des aménagements plutôt que quelqu'un qui est là pour écouter des problèmes plutôt sociaux à l'origine. Donc voilà. Après, il s'appuie sur d'autres structures plus en lien sur les aménagements pour le handicap, notamment dans les entreprises. Et donc ça passe par d'abord une venue sur le terrain pour voir un petit peu comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe, pourquoi on fait appel à eux, voir un peu les difficultés. Donc ils sont venus 2 ou 3 fois sur le lieu, sur l'atelier pour pouvoir écouter, après faire des photos, venir avec moi, en fabriquer, livrer, etc. C'est un petit peu, c'est pour ça que je témoigne, parce que c'est pas du tout simple. En fait, c'est assez personnel et ça peut paraître parfois un peu gênant. C'est assez, je sais pas comment expliquer, mais c'est vrai que c'était pas simple. Mais je lâche pas parce que je me dis que bon, on va y arriver. Alors donc, moi, ça fait plus de 18 mois qu'on est là-dessus. Ils ont plutôt, pour l'instant, l'habitude de travailler sur des aménagements au niveau des élevages. Donc, je pense que les chambres d'agriculture travaillent avec eux là-dessus. Et ils ont d'abord travaillé plutôt sur des aménagements au niveau des élevages, donc au niveau des salles de traite notamment, où on a relevé le quai, où on a mis des décrochages automatiques et des choses comme ça. Donc, tout ça, ça leur paraît hyper simple. Parce que je pense que là-dessus, on a quand même énormément évolué. Parce que d'autres
des hommes avant aussi ont eu ces problèmes-là. Et puis, dès qu'on passe sur des choses où il y a de la diversification, où du coup, je pense que le maraîchage, c'est pareil au niveau biologique, où du coup, on n'est pas sur des grandes machines, ça devient un peu compliqué. Donc, du coup, ils font comme ça un diagnostic, etc. Après, il faut passer devant un médecin du travail, il faut valider, il y a une commission. Là-dessus, Madame la Covid est arrivée, donc il y a eu tout d'un coup une interruption. Et voilà, dans les faits, on est dans la recherche maintenant de matériel adapté. Donc, c'est pas simple parce que du coup, autant… Sur la transformation. Ouais, sur la transfo, moi, par exemple. C'est quoi les principaux postes qui ne semblent pas adaptés, où il y a le plus gros c'est au niveau de la livraison, on souffre un peu comme sur l'élevage de port de charge, beaucoup trop important en fait. Et après, gestes répétitifs, mais c'est la même chose en élevage. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, moi, en fait, je remue beaucoup avec le fouet, je mets beaucoup à la louche dans les pots, etc. Donc, tout ça, ça a généré en fait des problèmes tendineux. Après, du coup, moi, comme j'ai pas la taille qu'il faut par rapport au matériel. Donc, moi, j'avais entendu une fois une conférence ou une émission en radio le jour du 8 mars, la journée de la femme, où il disait qu'en fait, le matériel, aujourd'hui en France, il est adapté pour un homme d'1,75 m, qui fait 75 kilos, mais partout dans la société, en fait, et pas du tout pour les femmes. Et du coup, partout, on souffre de ça. Et c'est vrai que moi, la livraison, c'est pas spécifique à l'agriculture. C'est un métier lambda où, du coup, des femmes… D'ailleurs, il y en a très peu à livrer parce que rien n'est adapté, en fait, pour une femme pour livrer. C'est clair, que ce soit le véhicule, que ce soit les quais, les haillons, il n'y a rien quoi qui est fait pour ça. Donc, c'est un combat quotidien. En fait. Et même, elle a aimé ça. Il faut que je me justifie, que j'explique, en fait. C'est incroyable. Donc, c'est un vrai parcours du combattant. Ça en est là, quoi. C'est incroyable, c'est vrai. Et je me dis que j'irai jusqu'au bout pour que ça se finalise et qu'après, en fait, ils prennent conscience que réellement, on a besoin de ça et que ça peut profiter à d'autres femmes, en fait. Et d'où l'intérêt de récolter un peu les pratiques qui sont faites sur des fermes, pouvoir les transmettre après à d'autres agricultrices qui seraient dans le même cas que toi plus tard, ou à l'installation même. C'est ça qui était intéressant au salon, en fait, qu'on aurait eu un moment, en fait, de pouvoir être ensemble pendant quelques jours et puis de faire remonter des témoignages. Mais ce n'est que partie remise. Un jour, tout reviendra dans le monde normal et on refera un gros salon avec plein de monde. Et puis, bon, on est au début aussi de notre réflexion sur ce sujet-là et je trouve qu'on avance quand même. C'est ça qui est important et on est mieux écouté aussi, malgré tout. C'est aussi ça, quoi. Donc, c'est pour ça. Et en termes d'organisation, donc du coup, tu disais que tu as pris des responsabilités au sein du GAB et maintenant aussi au sein de la MAB. Est-ce que du coup, avec ton conjoint, vous avez eu une organisation spéciale ou une remise en question spéciale de l'organisation du travail parce que tu avais pris des engagements syndicaux? Ça, c'était une des questions que j'ai eues là dans le chat. Alors oui, complètement. Alors, c'est Philippe, mon mari, qui était avant moi à prendre des responsabilités. Okay. Voilà, après on a eu une phase où on a eu nos enfants et c'est moi qui ai pris le relais. Et c'est vrai qu'inévitablement, là, avec en plus un atelier transfo, c'est obligatoirement tout organisé pour que je puisse m'investir. Alors, en fait, la grosse difficulté qu'on a sur notre ferme, c'est qu'on n'est que deux, on n'est que tous les deux, on n'a pas de salariés et que du coup, on a quand même une charge de travail qui est énorme, même sans s'investir syndicalement. Alors, cette difficulté, elle est là parce qu'on a une trop grosse menace sur le foncier qui ne nous donne pas de visibilité pour pouvoir embaucher. On y travaille aussi là, parce que dans les faits, moi, là, les aménagements ne suffiront pas, en fait, aujourd'hui pour pouvoir m'aider dans mes problèmes de santé. Il faudra inévitablement qu'il y ait une aide humaine. Donc, ça aidera aussi pour ma représentation. Donc, même si je suis surchargée de travail et que du coup, j'ai des difficultés liées à certaines tâches de mon boulot, j'ai choisi de m'investir parce que pour moi aussi, c'était naturel
je suis militante depuis que, en fait, je pense que je tiens debout sur mes deux jambes. Je dois être née dedans naturellement. Donc, en fait, je l'ai fait ailleurs avant d'être dans le monde agricole. Et dès que je suis devenue paysanne, ça m'a semblé tout simplement naturel que j'aille à Daoulas pour pouvoir aussi défendre la cause de mon métier, aussi découvrir des gens. Donc, du coup, on organise nos journées de travail, c'est évident par rapport à ça, parce qu'on n'a pas le choix. Parce que quand je pars, moi, en représentation, personne ne me remplace. Donc, le travail, on le fait soit avant, soit après. Et mon conjoint est confronté à ça, c'est-à-dire que du coup, on va commencer la traite plus tôt pour pouvoir que tout soit terminé quand je vais partir en réunion. On va la veille anticiper, etc. Et ça, il accepte en fait de modifier aussi ses journées de travail pour que moi, je puisse aussi avoir ces responsabilités. Et je pense que c'est pas anodin. Et je sens aussi que c'est une cohésion. En fait, on a réussi ensemble à créer. Je pense que l'égalité homme-femme, ça passe aussi par des personnalités qui se comprennent et qui se complètent, surtout quand on est en couple, en fait, parce que c'est le cas, là. Le fait qu'on soit aussi en couple, c'est pas comme d'être deux personnes extérieures. Donc, voilà. Donc, en fait, on s'adapte. On adapte toujours aussi l'élevage par rapport à l'activité de transfo. Donc, toujours des adaptations au quotidien. Et en fait, vous êtes chacun responsable vraiment de votre partie de l'activité, c'est ça? Alors, on a choisi, nous, d'être totalement indépendants. On pourrait presque avoir deux entreprises, si ce n'est que le nerf de la guerre, c'est quand même les vaches et qu'on est des paysans et qu'on le défend haut et fort. En fait, c'est vraiment le cœur de notre métier. Voilà. Après, moi, c'est vrai que je suis totalement indépendante. D'une part, parce que je suis greffée pour pouvoir permettre à la ferme de résister et qu'après, j'avais pas du tout de compétences, surtout pratico-pratiques sur l'élevage et que j'ai jamais pu prendre le temps ou eu le temps d'apprendre. Et aussi parce qu'on voulait se protéger. Donc, je pense que dans l'égalité homme-femme, il faut aussi prendre en compte cet aspect important quand on est en couple de se protéger, parce que le fait de travailler ensemble, c'est pas anodin, c'est même extrêmement compliqué et il faut savoir faire la part des choses. Alors, c'est vrai que nous, on a plaisir à se raconter nos journées de travail parce que du coup, en fait, on est un peu indépendant. Des fois, on se voit juste à travers une vitre par rapport à l'atelier de transfo, la salle de traite qui est en face, ou par le portable. Mais du coup, on est vraiment indépendant, mais c'est un choix. C'est vraiment un choix pertinent et qui, moi, contribue beaucoup à ce qu'on ait un bel équilibre et qu'il y ait une vraie parité. Ok, merci. Alors, j'ai des questions. Alors, j'ai une réaction alors de Jacques de Terre de Liens Sainte sur la question de l'artificialisation des terres. Il demande combien il y a de vaches et combien de terrains, et il parle d'un film qui s'appelle Douce France, qui est un film sur les solutions alternatives et l'utilisation des terrains agricoles qui sort fin février, et qu'il pourrait mettre en contact pour faire une avant-première sur Brest si jamais, il est en lien avec le distributeur et le réalisateur. Donc, je ne sais pas si c'est quelque chose est-ce que tu avais déjà entendu parler de ce film ou pas, ou si... Ouais, il y a plein de choses qui se font. C'est vrai que l'artificialisation, c'est aussi le combat de demain que l'on a à mener, nous les paysans et les paysannes, parce qu'on voit partout la terre disparaître sans que nos décideurs en prennent conscience et fonctionnent naturellement. Il faut toujours prendre le petit bout qui reste, mais bientôt il n'y en aura plus. Donc moi, voilà, c'est mon gros combat. Je ne lâcherai jamais. Donc moi, faire une projection à Brest, c'est avec gros plaisir. J'espère que d'ici février. Ah, on n'entend plus ton. C'est bon. J'espère que d'ici février, tu disais. Ouais, je disais que pas de souci pour faire une projection. Encore faut-il qu'on puisse, sinon on la fera en visio. En visio. Hein. Et combien de vaches et combien de terrains, il disait, est-ce que... Alors nous, on a un troupeau d'à peu près 50 vaches. On tourne en moyenne entre 45 et 55. On est plutôt autour de 50. Voilà, on est sur une surface autour de 70 hectares qui bouge beaucoup parce qu'en fait, ça fait 40 ans que la ferme bouge sur son foncier. Alors, on en a que 7 en propriété sur 70, vous voyez.
Donc, on est plutôt sur du multi-propriétaire, dont un très gros qui est la collectivité. Donc, c'est aussi une particularité d'avoir un propriétaire qui est uniquement une grosse collectivité, parce qu'ils ont des droits que le propriétaire lambda n'a pas. Mais en fait, on est très, très fiers, nous, d'être paysans d'une grande ville. Et on se sent paysan qu'en ville. En fait, on serait incapable, je pense, d'être paysan dans les Monts d'Arrée. C'est une particularité et puis c'est aussi très anecdotique. Donc, nous, on a des vaches très près du tramway, on a des vaches au pied de certains immeubles. On a choisi d'avoir des petites parcelles dans des nouveaux lotissements pour pouvoir aussi contribuer à garder l'activité paysanne, même avec l'arrivée de quartiers. Parce qu'en fait, ça nous semble tellement l'avenir aussi que l'agriculture ait sa place dans les villes qui s'agrandissent. Donc voilà. Est-ce que, Jacques, peut-être vous pouvez prendre la parole si je vais vous permettre de parler là avec mon ordinateur, parce que vous avez fait plusieurs retours. Donc, du coup, Jacques, il était ancien inspecteur du travail. Et peut-être nous parler un petit peu justement de ce que vous faisiez sur les fermes et du fait, est-ce que cet aspect-là a été pris en compte? Et aussi, vous parliez tout à l'heure la reconnaissance de statut de personne en situation de handicap. Donc, ça pourrait être intéressant d'avoir votre témoignage. Alors, je vous permets de parler si vous voulez bien. Oui, bonjour. Moi, je suis fils de paysan. Ma mère travaillait à la ferme, un élevage laitier, elle faisait du beurre. Et je voyais comment elle peinait par rapport à ce que vous dites, à ce que disait Valérie, à soulever des charges lourdes, etc. Elle a fait ça toute sa vie. Bon, voilà. Donc aujourd'hui, j'étais inspecteur du travail, mais je ne contrôlais pas les exploitations agricoles, c'était des collègues qui le faisaient. Ceci étant, moi, de ce que j'ai vu des collègues inspecteurs du travail, je ne pense pas qu'ils aient pris en compte cet aspect qui pourtant est très important, et on voit bien avec l'exemple de Valérie, notamment sur les gestes répétitifs, mais ce qu'on a dit à la première conférence qu'il y a eu, c'est qu'améliorer les conditions de travail pour les femmes, c'est aussi bénéfique pour les hommes qui travaillent avec elles. Et donc, je veux dire, il y a une réflexion à mener auprès des industriels qui font les machines, parce que dans les exemples que vous avez donnés, les solutions techniques, c'est des aménagements que sur chaque exploitation, le conjoint ou le collègue a fait pour améliorer les conditions de son épouse, de sa compagne. Donc là, il y a encore un gros travail à faire, une réflexion à mener. Je m'intéressais à la situation de Valérie par rapport je suppose qu'elle souffre de troubles musculo-squelettiques du fait des gestes répétitifs, mais à terme, ça peut aboutir effectivement à ne plus pouvoir travailler. Et donc, je veux dire, il peut y avoir une réflexion à mener. Donc, ça se fait là en partie avec la MSA. L'inspection du travail peut aussi aider dans la réflexion. Le médecin du travail, bien sûr. Et quand je parle de Cap Emploi, c'est une association qui s'occupe du reclassement ou de l'amélioration des conditions de travail pour les personnes en situation de handicap, qui en général, moi j'ai beaucoup travaillé avec eux parce que c'était un sujet qui m'intéressait beaucoup, le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap. Ils font un travail remarquable, ils font appel à des spécialistes, des ergonomes, des gens de l'ARACT, et donc il faut aussi être en capacité de mobiliser les réseaux qui existent autour du handicap et pas forcément rester tout simplement au sein de la MSA. Merci pour votre retour. Je précise pour Douce France, c'est un film Terre de Liens. Moi, j'ai participé à plusieurs webconférences avec le distributeur et le réalisateur. Donc, ils vont faire des avant-premières dans des grandes villes. Et moi, je vais proposer, je connais ce qui se passe sur ma région Nouvelle-Aquitaine, puisque je suis en Nouvelle-Aquitaine, mais je suis certain que Brest fait partie des villes cibles. Et ce que vous dites sur l'artificialisation des terres, ça rentre tout à fait dans la thématique de ce film qui partait d'un projet immense de récupération de terres agricoles au nord-est de Paris pour faire un city center énorme. C'est tombé à l'eau. Ils ont mené une réflexion avec des jeunes sur ce projet-là pour sensibiliser l'opinion publique sur les terres agricoles et les solutions alternatives à des projets gigantesques qui ne servent à rien. Peut-être que, alors je ne sais pas si Valérie a un souci de micro ou pas, mais peut-être que tu peux redonner juste le nom de ta ferme, Valérie, pour Jacques, si jamais vous voulez vous remettre en contact. Mais je crois que Valérie ne nous entend plus. Si, ferme. La ferme, c'est la ferme de Traembihan à Brest.
un peu connu de son combat sur le foncier. Hein. Voilà, ça a quand même eu un impact important au niveau local, mais même national. Voilà, on a été très, très sollicité et aussi porté par les médias. Comment, voilà. Donc, du coup, comment on continuera parce qu'on n'a pas le choix et nous, on est menacés de toute façon éternellement avec ce sujet-là. Alors, j'ai une autre question. Alors, peut-être que Valérie, tu pourras y répondre, mais c'est sur comment convaincre qu'on est capable. C'est une personne qui est salariée agricole et qui souvent arrive pour du travail manuel. Et si elle n'est... Ah, on a perdu Valérie. Mince. Alors, je vais peut-être passer cette question du coup parce que c'était vraiment une question pour Valérie. Alors, je vais regarder. Non, elle est là en fait. Je la réintègre. Est-ce que Valérie, tu nous entends? Alors, j'ai un témoignage du coup de Morgane. Morgane qui dit qu'elle est salariée de l'atelier paysan et elle travaille avec 2 groupes de femmes, donc pour le CIVAM 35 et le CIVAM 44, sur des formations entre femmes paysannes, uniquement sur des outils conçus et pensés par ces paysannes. Donc, chariot de récolte plus petit, chariot pour transporter des piquets de clôture, repousse-fourrage. Donc, vous parliez, Valérie, d'outils pensés pour des hommes de 1m75, 75 kg. Est-ce que vous avez la référence de ces informations? C'était les informations dont tu parlais, que tu avais entendues à la radio. Est-ce que tu te rappelles cette référence ou pas? Désolée, en fait, j'ai été obligée de changer d'ordinateur. Il y a influence, c'est l'éducation nationale. Aujourd'hui, tout le monde a son ordinateur à la maison pour travailler. Il y a 3 enfants et tout le monde veut l'ordinateur. Il y a des visios chez pour tout le monde. Désolée. Pas de souci. Est-ce que... France Inter, il y avait eu un reportage, ça fait au moins 3 ans, sur le jour du 8 mars, où il parlait justement de toutes ces difficultés. Voilà, je ne sais pas si on peut avoir accès à ce genre d'informations. C'est vrai que de toute façon, la place de la femme, que ce soit en agricole ou pas en agricole, il y a énormément de choses. Et je pense que nous, notre réseau, il faut aussi qu'on s'appuie sur tout ce qui peut se faire au niveau sociétal, parce que c'est vrai que c'est un vrai problème de société, c'est pas uniquement agricole. Voilà, et on avancera tout doucement. Je suis d'accord avec, c'est Jacques là qui vient d'intervenir. Je n'avais pas précisé que je travaillais avec Cap Emploi. Je ne savais pas si c'était le nom de la structure propre ici au Finistère. C'est vrai que c'est aussi avec Cap Emploi que la MSA du Finistère travaille. Et je suis d'accord avec lui qu'ils sont complètement compétents là-dedans, si ce n'est que du coup, c'est une particularité là sur Brest de s'occuper d'une ferme. On a très peu de fermes sur la ville. En fait, on n'est pas une ville du tout agricole. Voilà. Est-ce que Morgane, je peux te laisser la parole peut-être pour parler justement du travail que vous faites avec l'atelier paysan et les groupes de femmes? Je pense que ça peut être intéressant sur l'adaptation des outils. Vous m'entendez? Oui. Bonjour, je suis Morgane, je suis animatrice nationale à l'atelier paysan et dans le cadre d'un partenariat d'un projet qui s'appelle une MCDR sur l'innovation par les usagers et les usagères, on travaille avec le réseau CIVAM et on est en lien avec le CIVAM 35 et le CIVAM 44 qui accompagnent depuis plusieurs années des groupes de femmes, donc voilà, des groupes en mixité choisie, en non-mixité, donc uniquement des paysannes qui ont l'habitude de se retrouver, voilà, pour certaines depuis plusieurs années, pour aborder différentes problématiques. Je crois que vous en parliez tout à l'heure sur le CIVAM 44, avec des formations qu'elles avaient à la communication non violente, et il y avait l'envie là de travailler sur la question technique, parce que je crois que ça a été abordé, en début de présentation, là c'est souvent un angle un peu mort. Les femmes sont vraiment super absentes de cette dimension technique et pourtant elles y sont confrontées. Je pense que Valérie, ce que vous nous avez dit sur le matériel pour la transformation, pour la livraison, en témoigne bien. Et donc là, l'idée, c'est en fait de développer 2 projets d'abord et puis de voir comment quel bilan on en tire.
de formation, donc uniquement entre femmes, pour des femmes paysannes, et avec en amont de ces formations-là, un travail qui est fait de co-conception avec les femmes d'outils qui leur seraient utiles et adaptés à leurs problématiques. D'où voilà ce que je vous mettais dans le commentaire. Il y a pour un groupe des chariots de récolte plus petits pour pouvoir faire, pour des maraîchères notamment, et puis avec le groupe du 35, plutôt des outils pour l'élevage, avec des petits chariots pour transporter les piquets de clôture, puisque la problématique du portage était aussi forte à ce niveau-là. Et puis un outil aussi en lien avec l'alimentation des animaux, qui est souvent une tâche qu'incombe aux femmes, et pour lequel il manquait des choses pour travailler confortablement. Après, a été évoqué tout à l'heure, la question du triangle d'attelage. C'est vrai que c'est quelque chose qui est une avancée pour tout le monde, mais aussi dans le cadre d'installation, notamment avec un homme et une femme sur la ferme, on se rend compte que c'est quelque chose qui va être aussi très utile pour les femmes. Donc voilà, on est en train de travailler là sur ces formations qui auront lieu en janvier. Et l'idée après, c'est de pouvoir un peu capitaliser sur ces premières formations et de voir s'il y a des intérêts aussi auprès d'autres territoires, groupes de femmes pour répliquer ça, sachant que c'est des formations qui sont prises en charge pour les femmes installées par le VIVEA, c'est de la formation professionnelle. Donc voilà, on essaye de développer ça, et ça peut tout à fait être envisagé sur d'autres sujets, d'autres matériels, notamment sur de la conception. Et de toute façon, l'atelier paysan plus largement peut être interpellé par un groupe de personnes avec une problématique commune. Et donc je me dis que s'il y avait plusieurs femmes qui rencontraient des problématiques de taille de matériel, d'aménagement, d'outils pour la transformation, ça pourrait pourquoi pas donner lieu à de la réflexion concertée. Donc n'hésitez pas, nous c'est un sujet sur lequel on aimerait bien continuer à travailler suite à ce programme, et sur lequel on essaye d'être aussi plus sensible en se disant que la technique n'est pas neutre. Il y avait peut-être un dernier mot, il y avait un sociologue là, qui a pas mal fait des petites enquêtes sur les réseaux sociaux cette année sur la question du genre et de la technique en agriculture, et qui avait fait un sondage notamment, et c'était assez intéressant parce que quand la question était posée aux hommes pour savoir si c'était intéressant d'avoir des outils adaptés en fonction du genre, la réponse était plutôt non. Mais parce qu'en fait, le matériel est déjà plutôt adapté aux hommes, alors que quand on posait la question aux femmes, la question était plutôt oui. Et donc, on s'est dit que c'était intéressant. En fait, on ne se rend pas forcément compte quand ce n'est pas adapté à notre propre situation, que ce n'est pas adapté aux autres, quoi. Donc voilà, et je rejoins beaucoup ce qui a été dit sur le fait que globalement, ce qui ressort, c'est que quelque chose qui est plus adapté pour les femmes, ou plus adapté pour moins porter, être moins pénible physiquement, va bénéficier au final à tout le monde, et que ce n'est pas juste un aménagement qui bénéficie aux femmes. En fait, quelque chose de moins lourd, c'est quelque chose qui préserve le dos de tout le monde. Seulement, du fait de notre société aussi et de comment on construit l'image des hommes, l'image des femmes, c'est parfois difficile quand on est un homme de dire que c'est trop lourd. Mais en fait, en réalité, on part du principe qu'a priori, ce qui ressortira de ça sera utile pour tout le monde, et peut-être que les chariots de transport de piquets de clôture seront aussi utilisés pour les hommes, ce qui serait aussi une bonne chose. Donc voilà, c'était un partage. Merci beaucoup, Morgane. Est-ce que Valérie, tu voulais réagir là-dessus? Eh bien, en fait, ce qui m'intéresse dans ce qu'elle vient de dire, c'est l'idée de groupe femmes. Alors, on peut penser que c'est un peu dépassé aussi d'être obligé de faire des groupes que de femmes ou que d'hommes. Et dans les faits, on constate quand même qu'on ne réagit pas de la même manière, et on ne dira pas la même chose si on est en groupe mixte. Du coup, là, par exemple, dans le Finistère, mais aussi au 35, vous avez une commission paysanne, où du coup l'idée c'est justement de pouvoir se retrouver entre femmes pour pouvoir échanger. Alors nous on en est qu'aux prémices, et j'espère que ça contribuera à ça, et je pense qu'on a appris à se mettre en lien avec différentes structures. On a sur le CIVAM ici aussi Finistère, je crois, un groupe de paysannes. On a comme projet de se rapprocher, et pour qu'on contribue chacun à alimenter ce qui peut se faire. Mais c'est évident, en fait, qu'on n'osera pas dire autour de la table. Moi, si je suis aussi impliquée dans ce secteur-là, c'est parce que quand je suis rentrée au GAP 29, du coup, j'étais la seule femme. Donc, en fait, on était 10-12 personnes à peu près régulièrement, et j'étais la seule femme. Et je peux vous dire que ça m'a vraiment, vraiment interpellée. Et pour faire ma place là-dedans, c'était loin d'être facile. D'autant plus, comme je vous ai dit, que je ne suis pas issue du milieu. Donc, des fois, j'ai tendance à dire des conneries vite fait sur ces techniques agricoles.
donc de quoi faire marrer la galerie, mais voilà, c'est vrai que inévitablement les autres aussi parfois ils savent pas tout et quand on est un homme c'est plus simple en fait. La conférence qu'on a eue aussi sur l'implication des femmes dans les instances le disait en fait, c'est-à-dire que du coup nous les femmes on n'ose pas toujours dire des choses. On réfléchit à 15 fois avant de dire quelque chose et on a toujours le sentiment qu'on peut dire des choses que si on connaît tout à 100%. Ce qui n'a pas l'air d'être le cas pour les hommes. Apparemment, certains hommes s'impliquent et prennent des responsabilités et connaissent pas plus que nous, mais ça n'a pas l'air de leur poser problème. Je pense que nous, les femmes, c'est plus compliqué. Et tout ça pour dire que le fait de se retrouver entre nous, entre filles, ça peut parfois contribuer à remonter des choses compliquées. Après, physiologiquement et même physiquement, on n'est pas fait pareil. Je suis désolée, autant je ne suis pas féministe à bloc pour aussi être toujours qu'avec des femmes parce que ça peut vite me gaver aussi de parler tricot toute la journée, c'est pas mon truc. Dans les faits, je pense qu'on ne fonctionne pas de la même manière et il y a du matériel qui nous pose plus problème qu'à des hommes et on ne peut pas se permettre de se le dire quand on est avec des hommes, c'est assez, faut se le dire, ça peut être même intime, c'est des problèmes liés à notre féminité, etc. Et ça, les constructeurs, je suis désolée, ils les prennent jamais en compte, quoi. Et on n'avancera que parce que du coup, des groupes de femmes y réfléchiront et l'adapteront. Donc l'idée de faire des petits ateliers où on essaie soi-même de faire du matériel, c'est super intéressant. Je pense qu'il faut qu'on rebondisse sur ces idées-là. Ça peut être pour le futur salon physique aussi de se dire qu'on se fait un atelier suite à toutes ces réflexions qu'on peut avoir là pendant 1 an et demi encore. Voilà. Dans le 35 aussi, il est prévu de faire des formations, des ateliers soudure, par exemple, des formations sur la soudure pour permettre aux femmes aussi d'adapter leurs outils en fonction de leurs besoins. On a une question de Claire qui demande si en plus des problèmes physiques ou techniques, est-ce qu'on a vécu ou entendu parler d'autres types d'inégalités pour les femmes sur les exploitations. Du coup, là, je vous invite vraiment à regarder le webinaire « Le travail des femmes sur la ferme », puisque c'était vraiment le sujet de ce webinaire-là, de se rendre compte qu'il y a une répartition genrée des tâches sur la ferme et donc, du coup, une inégalité en ce sens, qu'il y a aussi une répartition genrée des tâches ménagères, particulièrement en agriculture. Donc voilà, je vous invite à aller voir plutôt cette conférence qui était animée par des personnes qui sont qui sont vraiment au point sur ce sujet-là. Donc voilà, vous aurez au moins les derniers chiffres là-dessus sur cette conférence. Alors j'avais une question pour toi, Valérie. Alors je regarde juste. Dans une autre des conférences, il a été question du congé maternité. Est-ce que toi, tu as eu un congé maternité quand tu étais déjà installée? Et si oui, comment ça s'est passé au niveau de l'organisation pour te faire remplacer, niveau charge mentale, tout ça? Ou est-ce que tes congés maternité, ils étaient quand tu n'étais pas encore installée? Alors moi, en fait, j'ai profité d'avoir mes enfants pour faire ma conversion. En fait, c'est vrai que du coup, j'étais pas installée à ce moment-là. Donc, en fait, je suis pas très à même de parler de ça. Je sais que c'est un sujet hyper important. Je pense qu'on évolue pas mal là-dessus aussi, que c'est un des thèmes bien évidents de ces groupes-là. On a progressé, la loi aussi a avancé à ce niveau-là et c'est évident que c'est pas simple. De toute façon, le fait quand on est chef d'entreprise, c'est encore plus compliqué que quand on est salarié. On a moins de possibilités au niveau des remplacements, de la prise en charge. Voilà. On sait évidemment que c'est tous ces problèmes liés aux enfants. Ce sont de gros freins pour l'implication des femmes dans notre réseau parce que voilà, on sait que c'est quand même aussi beaucoup les femmes qui s'occupent, notamment quand les enfants sont tout petits. Je sais que beaucoup d'hommes partagent maintenant beaucoup plus qu'avant, mais ça reste quand même le gros frein et je pense que ça fait partie des pistes
qu'on a vraiment à approfondir pour pouvoir mieux impliquer les femmes, notamment là au salon, il devait y avoir une garderie. Nous, on l'a fait dans le 29 il y a 2 ans à l'Assemblée générale, d'avoir une petite garderie pour que certaines paysannes puissent venir. Sinon, c'est monsieur qui vient, ou si elles sont seules installées, elles ne viennent pas parce qu'elles ont des enfants de bas âge. Voilà. Mais je pense que c'est aussi avec la MSA et des choses comme ça qu'il faut vraiment avancer au niveau du congé maternité. Voilà. Suite à la... été profitable parce que c'est là aussi où j'ai eu toute ma réflexion de conversion et que ça m'a permis de changer de métier. Donc voilà, donc j'ai profité de mon congé maternité de l'extérieur pour pouvoir devenir paysanne. Donc en fait, pour moi, à la limite, ça a été vraiment plus un plus qu'un moins. Juste pour l'histoire, suite au webinaire sur le congé maternité qu'on a fait du coup la semaine dernière, on est maintenant en contact avec les services de remplacement pour essayer de former éventuellement des salariés pour faire les ateliers de transfo, pour toutes les activités de diversification, pour la spécificité de l'agriculture bio, etc. Donc, les choses changent aussi suite à des webinaires, donc c'est chouette de voir ça. Alors, juste, c'est une question d'Audrey, donc du coup, c'est au moment où tout à l'heure, Valérie, tu as eu un petit problème d'Internet. Alors, c'est comment convaincre qu'on est capable. Elle est salariée agricole et souvent, elle arrive pour du travail manuel. Et si je suis volontaire à apprendre le travail mécanisé, il y a une grande réticence à faire monter les femmes dans le tracteur. Est-ce que toi, tu aurais 2-3 conseils sur comment convaincre qu'on est capable de faire la même chose? Alors là-dessus, je ne suis pas très non plus la meilleure pour expliquer parce que dans les faits, moi, j'utilise très rarement, même jamais le tracteur parce que j'ai expliqué, en fait, je suis vraiment sur les activités autres et que j'ai pas le temps et qu'on a choisi de ne pas pouvoir. C'est quelque chose qui remonte énormément aussi, ce problème au niveau de l'accès des femmes au tracteur et notamment, oui, quand on est salarié ou remplaçante, voilà. Comme on entend, moi j'ai été remplacée l'été d'avant avec une jeune femme et on a échangé pas mal là-dessus. Et c'est vrai que quand il y a une remplaçante qui arrive dans les fermes, c'est extrêmement pas très bien vu et tout de suite, elle va pas pouvoir faire, elle saura pas faire, et le tracteur. Et on a toujours ce regard des hommes par rapport à la femme sur la mécanisation, sur les grosses machines, sur les gros tracteurs. Et d'autant plus ce milieu agricole où du coup, quand même, on sait inévitablement que quand même l'image, la prestance, c'est d'avoir un gros tracteur avec du gyrophare. Je parle pas du bio, mais je parle surtout de l'agriculture plutôt intensive où ils sont là-dedans à fond. Et on a beaucoup à évoluer là-dessus. Je pense que, comme tu viens de le dire, Pauline, on travaille avec les services de remplacement là-dessus parce que, bien évidemment, une femme est complètement capable, comme un homme, de faire du tracteur. Et c'est surtout plutôt que, justement, si on se met là-dedans, dans le remplacement, c'est qu'on est capable de faire plein de choses et on le fait aussi bien qu'un homme. Mais ça reste ce regard. Mais c'est pareil quand on est routier ou routière, du coup, je ne sais même pas si on dit ça mais une femme, c'est extrêmement compliqué. Mais ça, c'est inné, c'est génétique presque, c'est culturel en fait. On trimballe ça tous de notre passif historique de la France, hein, où la femme avant, elle n'était pas dans les métiers d'hommes, et c'est comme ça. Hein. C'est long, ça va encore être long, mais il faut continuer à se battre pour dire qu'on est capable aussi. J'ai une remarque de Anne-Marie qui dit que pour les conditions de travail, il y a aussi l'association ARACT, A-R-A-C-T, Association régionale de l'amélioration des conditions du travail. Il y a l'ARACT Bretagne qui existe, je ne sais pas si ça existe dans d'autres départements, dans notre région, pardon, peut-être qu'Anne-Marie pourra nous dire. Et c'est une association qui travaille avec des ergonomes. J'ai une question de Alexandra. Bonjour Valérie, vous dites qu'il y a une continuité entre votre engagement féministe avant et après vous être installée dans l'agriculture. Quel était votre métier avant? Et est-ce que vous voyez aussi à l'époque des inégalités femmes-hommes sur les conditions de travail? Et comment ces expériences avant votre entrée dans l'agriculture ont nourri vos réflexions dans votre parcours d'agricultrice? Je vais prendre les questions une par une si tu veux. Vous m'entendez là? Oui, ouais. Très bien.
En fait, c'est quand même une bonne question parce que c'est vrai que l'autre jour, sur l'autre conférence, il y avait une jeune femme qui avait fait une thèse là, sur la place de la femme dans le monde agricole et elle expliquait en fait que c'était différent quand même quand il y avait une femme sur une ferme qui venait du monde extérieur et que souvent, en fait, les femmes qui s'impliquent dans la filière agricole sont des femmes qui, avant, sans eux un autre métier, soit se sont impliquées ailleurs. Et ce qui est mon cas, en fait. Moi en fait, j'étais animatrice socioculturelle. Donc, j'ai pas honte de dire que en fait, je suis une fille d'éducation populaire et je sais inévitablement que c'est ça qui fait aujourd'hui que je défends autant de valeurs. Voilà, je suis née dans un quartier populaire de Brest et mes parents étaient ouvriers et en fait, j'ai très vite traversé la route pour aller dans un centre social parce que du coup, c'était ma fibre et c'est là que j'ai beaucoup appris. Et à l'époque, l'éducation populaire, c'était ça, c'était la responsabilisation des jeunes sans souci, on laissait les jeunes prendre des responsabilités, on les formait, les anciens leur apprenaient les choses. Donc, comme j'ai été nourrie de ça, j'en ai fait mon métier, la preuve. Après, du coup, je suis devenue animatrice dans le centre social et j'ai commencé à passer les diplômes de l'animation. Et du coup, j'ai appris toute cette belle valeur qui malheureusement disparaissent un petit peu parce que le monde associatif souffre aussi depuis quelques années et souffrira encore plus avec la crise actuelle où du coup, toutes ces structures, c'était un terreau en fait d'apprentissage de valeurs, d'éthique. Donc en fait, moi, je les ai engrangées au fur et à mesure de ma vie et je suis arrivée à la ferme avec ça et ça contribue énormément à ce que du coup, je milite à la fois pour le métier de paysanne, pour le bio, pour l'environnement, mais aussi pour la place de la femme. Et c'est pas du tout anodin. Au contraire, voilà, je suis persuadée. J'y avais pas forcément, tu remarquais pas forcément d'inégalité dans ton travail, mais par contre, c'est ce qui t'a permis de te nourrir de plein d'expériences pour faire enfin, l'engagement que tu as aujourd'hui, c'est ça? Ouais. Et alors, par contre, c'était un milieu, l'animation, où du coup, c'était extrêmement mixte. En fait, Okay. je n'avais pas du tout remarqué quand je travaillais dans l'animation, en fait, que c'était compliqué d'être une femme. En fait, pas du tout. Au contraire, en fait, c'est une profession où c'est extrêmement mixte. On est aussi dans le social, on travaille sur les quartiers. Par contre, c'est vrai que j'ai travaillé sur un quartier plutôt sensible. J'ai eu plusieurs postes et le dernier poste que j'avais, j'étais sur un quartier sensible, multiculturel. Et c'est vrai que là, les premiers jours que je suis arrivée, ça a été extrêmement compliqué parce qu'en fait, ça surprenait pas mal de jeunes, en fait, que ce soit une femme qui arrive au poste. Et en fait, ça dérangeait, mais plus culturellement. Il a fallu que je m'adapte et que je fasse mes preuves. Donc, on m'a pas mal testé. Et ça aussi, ça m'a beaucoup interpellée. D'ailleurs, après, à ce niveau-là aussi, j'ai beaucoup travaillé notamment à prétexte du 8 mars pour travailler sur la place de la femme dans ces quartiers-là aussi. Donc, je vous dis, c'est un sujet qui me tarote depuis vraiment longtemps parce qu'en fait, je pense que la place de la femme, elle est compliquée, quelle que soit sa culture et quel que soit le pays et quelle que soit la profession. Et il faut des femmes pour pouvoir se battre et montrer qu'on est capable de faire mieux, pas mieux, pareil. Pareil, mieux. Lapsus. Merci beaucoup. J'ai eu quelques précisions sur l'ARACT. Du coup, il y a bien un ARACT dans chaque région et un ANACT au niveau national. Et Cap Emploi travaille aux besoins avec les ARACT dans les différentes régions. Je crois que j'ai fini pour les questions qui étaient dans la discussion. Du coup, je vous propose, est-ce que y a quelqu'un qui veut prendre la parole, peut-être aussi pour s'il y a un agriculteur ou une agricultrice pour parler des aménagements qu'éventuellement ils ont pu faire sur leurs exploitations qui permettaient de favoriser la place des femmes sur cette exploitation-là. Vous pouvez mettre un message dans la discussion et je vous donne la parole, soit vous avez juste en dessous de votre écran un petit icône avec une main levée. Ça vous permet de lever la main et après, moi, je peux facilement vous donner la parole comme ça, si vous le voulez. J'espère qu'il y a des agriculteurs et agricultrices présents pour nous apporter votre témoignage.
comme vous l'avez peut-être un petit peu vu sur le PowerPoint que j'ai présenté tout à l'heure, au final, il y a vraiment des choses qui semblent anodines, comme par exemple avoir des toilettes sèches sur son exploitation, mais qui en fait permettent vraiment de favoriser le bien-être et la place des femmes sur une exploitation. Donc, faut, voilà, essayer de penser peut-être à des petites choses aussi comme ça qui permettent de favoriser la place des femmes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole? Non. Eh bien, s'il n'y a personne qui veut prendre la parole et si je n'ai plus de questions, on va peut-être rendre l'antenne, du coup, Valérie. Je pense qu'on n'a plus. On peut juste parler de l'action Théâtre Forum aussi, qui a été mise en place aussi au niveau national pour justement travailler auprès des jeunes filles dans les établissements agricoles qui, elles, subissent aussi. Hein, c'est pas simple quand on est en établissement agricole. Il y a de plus en plus de filles aujourd'hui, mais quand même, il y a une majorité de garçons. Donc, l'idée de ce Théâtre Forum, c'est d'intervenir avec une troupe de théâtre et pendant une semaine, de sensibiliser les jeunes publics pour justement, après, améliorer les conditions des filles quand elles sont stagiaires ou quand elles vont après être salariés ou en service de remplacement, puis plus tard, j'espère, paysannes, parce que toutes ces petites choses, du coup, quand elles sont à l'école, elles subissent aussi, et c'est loin d'être simple. Et l'idée de cet outil qui va, j'espère, pouvoir après être dupliqué et on attend de pouvoir faire la représentation, elle devait avoir lieu pendant le salon, en fait, la première mouture finalisée. Je sais que moi, j'ai contribué à une des expérimentations ici dans le Finistère sur une MFR, et c'est loin d'être simple, et c'est comme ça qu'on avancera, parce que comme tu dis, l'idée qu'il y ait des toilettes, il y a une stagiaire, souvent les mecs, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de toilettes, ça pose pas de souci. N'empêche que quand il y a une fille, c'est autre chose. L'aspect vestimentaire aussi, on n'en a pas beaucoup parlé. Moi, ça m'a beaucoup interpellée au début. Alors, je suis très peu sur l'élevage, donc je mets pas souvent un bleu. Alors, on appelle ça un bleu, déjà c'est moche comme mot, mais en plus il faut voir les tenues. Je sais qu'il y a eu beaucoup d'améliorations au niveau des tenues aussi pour les femmes, notamment en lien avec les chambres d'agriculture qui travaillent aussi sur ces sujets-là, ou les comités de développement depuis longtemps, pour qu'aujourd'hui, il y ait ce qu'on appelle une cote. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus joli comme nom, c'est moderne, des habits quand même adaptés aux filles. Enfin, faut voir, moi, je vous ai dit, vu ma taille, quand on me met dans un bleu, on aurait dit qu'un sac à patates, et c'est vraiment pas joli, quoi. Alors, du coup, en plus, quand il y a un commercial qui arrive et qui demande où est le patron, là-dessus, tout va bien. Parce que c'est vrai que quand on est habillé comme ça, il doit se demander qu'est-ce que je fous là. Il n'y a rien d'adapté, donc il faut qu'on avance, et tous ces sujets-là, voilà. Donc j'espère que les personnes qui sont présentes aujourd'hui pourront du coup aussi en parler autour de soi. Je pense que c'est aussi ça, c'est en parler le maximum et de partager un max pour que du coup toutes ces petites choses anodines mais qui ne le sont pas deviennent beaucoup plus naturelles et qu'on progresse. Oui, je trouve qu'une conclusion de ces 4 webinaires qu'on a eu un petit peu, c'est vraiment d'en parler dès très jeunes, donc faire de la sensibilisation dans les collèges, lycées, BTS, etc. Et vraiment l'intérêt de se retrouver en groupe non mixte. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est ressorti de tous les webinaires qu'on a fait. Donc, comme source de motivation, comme permettre de rencontrer des nouvelles agricultrices pour pouvoir aussi s'engager après plus tard dans les structures syndicales, pour pouvoir aussi se parler sur qu'est-ce qui a été mis en place sur les fermes et du coup développer des nouveaux outils, etc. Donc voilà, vraiment, je dirais que c'est un peu deux des conclusions de tous nos webinaires. Voilà, c'est vraiment ces deux choses-là, c'est sensibiliser dès le plus jeune âge et les groupes en non-mixité choisis. Alors, on a juste une réaction de Jacques. Donc, améliorer les conditions d'accueil des jeunes filles en apprentissage ou en stage implique aussi, par exemple, la mise en place d'installations sanitaires vestiaires séparées hommes-femmes.
Et Marie-Pierre Zoria qui dit n'hésitez pas à m'envoyer l'info pour le Théâtre Forum. C'est le type d'outil dont nous faisons la promotion dans notre réseau Insertion Égalité. Et 2 personnes qui te disent bravo Valérie et merci pour tes engagements. Donc, je me joins à elle. Ouais, non, mais ça se fait naturellement, comme je vous ai dit. Pour moi, c'est tout ce qui est de plus naturel et c'est avec plaisir. Et c'est surtout aussi qu'il faut qu'on donne envie aux autres paysannes de s'investir davantage. Je sens quand même que c'est moins facile hein, que de faire rentrer des hommes. Donc, j'espère vraiment que ce genre d'actions que l'on a vont payer. Ça sera long parce que je pense que c'est long, mais il ne faut pas lâcher parce que c'est important aussi qu'on ait des groupes mixtes et qu'on ait une meilleure parité. Donc en 29 et en 35, on a choisi de privilégier l'entrée des femmes lorsqu'il y a le renouvellement du CA. Et je pense qu'il faut continuer comme ça. Et aussi tous ces petits... là, au moins la crise sanitaire nous a appris aussi qu'on peut fonctionner beaucoup par web. Et ça nous permet de ne pas bouger des fermes. Et ça permettra peut-être une implication plus importante des femmes aussi. Je pense que c'est un des outils à développer pour l'avenir. Tout à fait. Ça marche. Eh bien, merci à toi Valérie. Merci aussi à nos 2 intervenants ponctuels. Est-ce que tu veux dire un mot pour la fin, peut-être Eh bien, moi, je dis du coup qu'on a très hâte qu'on puisse retrouver physiquement sur un futur grand salon. Ce sera plutôt pour 2022 maintenant. Oui. Mais entre-temps, je pense que le Théâtre Forum, dès qu'on pourra, on fera une représentation, on ne sait pas où, mais sûrement en Bretagne. Et puis, tous les groupes qui existent, que ce soit dans le 35, dans le 29, mais je sais que les autres départements, ils travaillent actuellement aussi. Le lien avec les CIVAM ou des structures diverses et variées. Il faut vraiment qu'on travaille à tout ça tous les mois à venir et que du coup, on continue à privilégier la place de la femme et des paysannes dans notre milieu. Merci beaucoup. Ouais, à plus tard. À plus tard, bonne journée. Et au revoir.